Je suis l'artiste du peuple. J'anime un podcast sur une boîte qui faisait de la crémation d'animaux de compagnie. J'ai mis vraiment beaucoup d'argent dans mes toilettes. Hello tout le monde, bienvenue dans Flouze, l'émission qui parle d'argent sans pression et sans tabou. Ici, on pose toutes les questions et surtout on écoute toutes les réponses. Comme d'habitude, nous recevons un invité de marque et aujourd'hui, c'est Thomas Dezer dans le canapé. Hello Thomas. Bonjour tout le monde. Invité de marque, ça commence super bien. Écoute, J'aime je beaucoup. fais ça pour te mettre en valeur, pour ensuite Me resserrer torturer, la me vis torturer. sur l'argent. C'est vrai, touchy comme invitation de venir parler d'argent. Tu crois ? Mais ça me plaît justement de... Oh, je sens que t'es un peu fébrile là. Je suis un peu fébrile, mais le but ce sera d'y aller quoi. Ok, Voilà. J'ai hâte. Bon, pour les rares qui ne connaîtraient pas encore Thomas Dezer, est-ce que Thomas, tu peux te présenter en 2-3 phrases ? C'est vrai que tu m'avais demandé de préparer ça, je ne l'ai pas fait, mais on va y aller en impro. On va dire Ça que... va aller ? Oui. En 2 phrases du coup, je suis quelqu'un qui fait rire les gens sur plein d'endroits, mais principalement Internet et la scène. Deuxième T'es un phrase. peu trop humble peut-être, non ? Et je suis humble. Deuxième phrase, c'est ça. Voilà. Non, pas du tout, c'est pas ce qui me caractérise, tu plaisantes. On verra ça dans ton portrait. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure. Bien sûr, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sandra, notre experte superstar, on peut le dire. Experte bancaire qui saura nous éclairer sur les sujets financiers. Hello Sandra. Hello, bonjour à tous les deux. Bonjour. On commence comme d'habitude, toi tu le sais très bien Sandra, par l'icebreaker. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi être riche aujourd'hui ? Il y a un truc très basique, enfin surtout par rapport à d'où je viens, qui est un mot, mais j'avais 2 parents profs, donc je viens vraiment de la classe moyenne, quoi. Sur le citron, je suis vraiment au milieu du citron, sociologiquement parlant. Et du coup, moi, je trouve qu'être riche, c'est notamment, par exemple, quand je vais au restaurant et que je m'en fous un peu du prix, je m'en fous d'y aller, que c'est pas un enjeu qui va me détruire, qui va me faire cogiter. Parce que j'ai connu cette époque où je prenais pas un coca quand je mangeais, juste histoire de faire un peu attention. Et là, c'est plus, il y a que le plaisir et il n'y a pas cette notion-là de trop calculer. Et la deuxième notion, qui est un peu plus récente dans ma vie, c'est d'avoir pu m'acheter un appart comme je le voulais, qui est pour moi un signe fou de satisfaction et du coup de richesse, de se dire tu calcules toujours, même parce que c'est un gros achat, mais tu peux te permettre des trucs, quoi. Et c'est ça pour moi être riche. Mais le truc du resto, c'est surtout ça. Donc pour toi, être riche, c'est être serein. En tout cas, serein, tu l'es jamais, mais être serein par rapport à l'argent, oui, c'est ça, être riche en fait, c'est être serein de... Enfin, moi je le suis pas, on va en parler, mais je le suis pas parce que je suis à la recherche d'un truc très particulier qui est d'être à l'abri à vie. Ça, tu nous en parleras tout à l'heure. Je vous en parlerai. Donc je suis pas vraiment serein, mais sur les petits plaisirs de se dire je peux me permettre de pas trop réfléchir sur certains moments de vie, et même tu le vois avec tes amis des fois où tu vas proposer de faire une sortie, un truc, et tu sens qu'il y a un micro laps de réflexion que toi t'as plus. Et c'est ça être riche, je pense. Ah ouais, c'est une bonne réponse. Tout à l'heure, et vous le savez, à chaque fois on fait un portrait financier de notre invité, je trouve que ça donne déjà quelques clés, Sandra. D'accord. Okay. Commence à élucider le mystère. Je vois, Sandra, que tu me sondes. J'acquiesce tout ce que tu dis, Oui. je note. Attention. Avant de vivre de ta passion et de travailler dans le divertissement sur YouTube, tu étais partie sur une voie, en fait, toi, beaucoup plus classique. BTS, master, job de Prépa chef. HEC. Prépa HEC. J'ai pas fait de BTS. Ok, Ouais. non. J'y tiens parce que ça m'a tellement fait chier Ouais, ces 2 c'est années clair. que non, j'ai pas fait de BTS, j'ai fait une prépa HEC. En fait, je suis en train de lire exactement, moi, mon parcours personnel. Je me suis trompée de fiche. Est-ce que tu peux nous raconter ce revirement de situation où tu passes donc d'un job, somme toute assez classique, de chef de produit, à 180, le monde du divertissement ? Déjà à la base, faut se dire, donc j'ai 2 parents profs, je suis le plus petit de 3 enfants, donc il y a un délire, je suis la voix qu'on suit mes grands frères, grandes sœurs. Mes parents veulent absolument un truc sécuritaire, ça se passe plutôt bien à l'école, donc vas-y, va faire un master quoi qu'il arrive. Et c'est un peu ça le truc de la France aussi, c'est tu es censé faire des études après le bac pour toi, mais tu les fais plus pour avoir un diplôme. Donc je me retrouve à faire ça. Parce que moi, je sais depuis le primaire que je veux être humoriste. Je le disais déjà dans mes fiches d'orientation en CE2. Je me rappelle même que ma prof me dit « mais c'est pas un métier, ça ».
Puis à l'époque, être humoriste, c'était pas du tout aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Bah, en tout cas, il y avait pas tellement de stand-up, mais moi, je sais que justement, pourquoi je voulais faire ça, c'est que mes parents m'emmenaient déjà voir des humoristes, quoi. Ok. Et ça me fascinait, quoi. C'était vraiment le truc que je voulais faire. Et j'écoutais toujours Rire et Chanson, j'étais toujours à fond là-dessus. Donc je savais que je voulais faire ça, mais il y a un côté où, je veux dire, on a tous envie d'être Beyoncé, mais c'est pas pour ça que tu vas y arriver. Bien sûr. Donc j'étais à toujours utiliser l'humour, mais j'ai fait un parcours un peu classique, ça se passait bien. Je m'ennuyais profondément. Moi, j'étais en prépa, je me souviens, on me disait que j'étais un poète en prépa, quoi. C'est-à-dire, Ok. vraiment, puis j'étais pas capable d'écouter les cours, ça m'intéressait pas tant, mais ça se passait bien jusqu'à un certain niveau, on va dire. Et après, du coup, j'ai été chef de produit dans les objets connectés. Mhm. C'était bien, c'était un super métier, mais pareil, je m'ennuyais un peu de. Enfin, je voulais rire de la blague, quoi. Et en fait, la transition, elle s'est fait beaucoup parce que j'ai commencé à faire beaucoup d'improvisation. Mm. Et c'est devenu un truc que j'ai professionnalisé. Je gagnais de l'argent pour faire de l'impro. Du coup, quand je bossais, je prenais des jours de congé pour aller faire des spectacles d'impro. Donc, j'avais plus de vacances. À un moment donné, bah, c'était plus possible. Et je me suis rendu compte que je pouvais peut-être gagner assez avec l'impro. Donc, j'ai tout quitté pour ça, et pour le stand-up, et pour le podcast. C'est qui étaient les 3 trucs qui ont commencé à me faire gagner ma vie, quoi. Donc, voilà. Et alors attends, grosse question, parce que là, tu fais à ce moment-là un grand switch entre un job qui est stable, tu le dis, un bon job, Mm. et malgré tout un domaine beaucoup plus précaire, même Ouais. si au départ tu te dis, ok, j'arrive à gagner ma vie, je travaille sur mes jours de congé, etc. Mm. Me dis pas que t'as pas eu ce petit stress de la précarité à un moment. Ben, je l'ai eu, mais en fait, en plus, c'est très propre à beaucoup d'humoristes. J'en ai beaucoup parlé avec des humoristes, et toi, sûrement dans d'autres interviews que tu as pu faire, mais il y a la phase de l'inconscience où tu as l'impression que le monde de Ouais. l'humour a besoin de toi et que tu vas rouler sur tout le monde, Ouais. quoi. Et du coup, je suis arrivé et vraiment, je m'étais dit, c'est bon, ça va le faire, quoi. Mais je me souviens de certaines balades dans les rues de Lille où je marche en pleine journée quand tout le monde est en train de taffer, où je me dis, Mm. waouh, est-ce que c'est sûr que ça va le faire? Mais j'ai eu que des signaux, moi. J'ai trop eu de la chance. Toutes les planètes se sont alignées tout du long de tout ça. Tu crois toi aussi? Ah bah là, moi, avec tout ce qui m'est arrivé sur ces dernières années, ouais, parce Mm. qu'il y a eu des feelings, des trucs. Et là, bah, j'ai déjà eu l'occasion de te le raconter dans un autre de tes podcasts, mais il y a au moment où moi je commence à faire de la scène, je suis repéré par Canal+ au bout d'un mois. Mm. Donc en fait, je me dis, bah, c'est fou. Mm. Et du coup, ça fait que même pour ma famille, c'est fou. C'est de dire, Mm. bah, c'est bon, on peut laisser Thomas faire ses petites zouaveries, quoi. Et même à l'époque, la scène lilloise, c'était fou. Et du coup, ça fait que très vite, on m'a rendu crédible dans un Mm. milieu où je voulais être crédible. Mm. Donc c'est quand même des signes, ça. C'est quand même des signes. Que t'étais sur ton bon chemin, quoi. Bah, en tout cas, que j'ai pu me dire, ah, je suis sur mon bon chemin. Et du coup, Ouais. ça fait que tu es meilleur parce que tu crois que tu es sur ton bon Mm. chemin. Alors que quand tu te prends que des tôles au début, c'est là que tu peux éventuellement arrêter, quoi, je pense. Je sais pas ce que Mm. t'en penses, Sandra, mais j'ai l'impression que parfois, pour se lancer dans un grand challenge de vie, il faut un peu aussi de naïveté, quoi. Ah ouais. On est d'accord. Oser, en fait. Faut oser, mais surtout, parfois, il faut presque pas trop savoir quelle va être la réalité Ouais. ensuite, parce que sinon, c'est terrifiant. Bah, C'est il y a un- même ouais, il y a un- vertigineux. il y a un truc, moi j'avais un peu à perdre parce que je trouve que souvent les gens qui vont très loin, ils ont rien à perdre. Je sais pas Ouais. pourquoi j'ai toujours eu le modèle, moi, de Laurent Ruquier, qui était un mec qui venait du Havre, qui était homosexuel à une époque où c'était encore plus Mhm. dur qu'aujourd'hui, qui voulait réussir dans les médias, qui était pas particulièrement beau. Enfin, je veux dire, c'était compliqué, il avait un cheveu sur la langue. Tu te balles perdu quand même, là. Non, mais c'est vrai. En plus, il s'est amélioré vraiment physiquement, mais il le disait lui-même en plus qu'il était pas fou et il avait un cheveu sur la langue. Il arrive. Il se dédouane en disant c'était lui-même qui le Il l'a disait. dit, il l'a dit. Vraiment, il l'a dit dans ses portraits. Et qui des mecs débarquent à Paris comme ça. Et c'est parce que je crois qu'il venait de subir une rupture, un truc, et il y avait plus rien à perdre, quoi. Mm. Et ça devient Laurent Ruquier, quoi. Et ça m'a beaucoup inspiré toujours à l'époque. Et moi, le problème, c'est que si j'avais à perdre, quoi. Donc c'était plus compliqué, mais il y a des fois, j'ai failli abandonner, hein. Là, C'est vrai. on raconte sur l'histoire plus jolie que Bien sûr. voilà. Tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit non mais là c'est pas possible, j'ai envie d'abandonner? Bah, c'est juste qu'une fois, j'ai fait un rendez-vous Pôle emploi parce qu'il me proposait une formation pour être un mec qui met en place des ERP dans des entreprises. Qu'est-ce que c'est ERP? Un truc qui m'aurait donné envie de me buter, mais c'est un logiciel de gestion en fait interne et tu Ok. vends ça, des trucs genre SAP pour ceux à qui ça parle et tout. Et donc je suis allé, Si, mais bah, c'est toi ok. tu vois forcément, c'est sûr, c'est sûr. Moi je Et- suis dans l'univers du podcast. C'est mieux, c'est mieux. Bah, je pense que t'aimerais pas trop SAP, Pauline, pour te connaître un peu. Mais en gros, je fais un entretien, je fais des tests, je les passe, je fais un entretien avec la boîte. Il m'explique. En plus, c'est facile d'avoir un boulot, ça recherche des boulots là-dedans. Ok. C'est pour ça que Pôle emploi d'ailleurs avait fait le truc. Et je fais l'entretien, et puis ils me disent bah super, bah, monsieur Desheures, c'est bon, vous pouvez correspondre et tout. Et du coup, on va proposer d'aller plus loin pour une boîte et tout. Et je dis, bah ouais, mais moi je crois que ça va pas m'amuser en fait. Et là, j'ai un truc de. How dare you? Bah non, ils ont été, ça les a Non. fait rire. Je dis, et si moi ça me plaît pas? Mais ils m'ont dit, vous êtes le premier de la journée à nous dire ça.
2 et 6 mois, ça me plaît pas. Et c'est la première fois que je suis un peu sorti du modèle qu'on m'avait donné de faut faire un truc sécuritaire, nanani. J'étais en mode, oh non, je suis en train de briser mes rêves. Pourquoi, en fait? Et du coup, je suis pas allé. Mais par contre, pourquoi j'ai fait ce truc-là? C'est parce que je m'étais pris un bide sur une scène, je sais pas, 2 semaines avant, et j'ai dit, voilà. Au début de sa carrière dans l'humour, j'imagine que ces moments de bide, à chaque fois, te font perdre totalement confiance en toi, non? Il y a une sorte de vague de fond qui vient te chercher. Ouais, bah, tu remets tout en question. Tu vois, puis en plus, je pense que je suis un peu sujet à l'angoisse généralisée. C'est-à-dire, quand il y a un truc qui se passe mal, je vais me dire, le pire scénario va arriver. Donc, moi, un bide, alors que tu peux faire 20 scènes d'affilée. En plus, moi, ça se passait bien. Franchement, je faisais rire quasi à chaque fois. Mais les fois où c'est arrivé que ça passe pas, ouais, je voulais tout arrêter. J'étais plus marrant, quoi. C'était fini. Et même encore maintenant, quand j'ai un spectacle qui se passe moins bien, je me dis, bon, j'ai rien à faire là, quoi. Ça t'arrive encore de te remettre en question à ce stade-là? Ouais, pas trop sur YouTube, où je me donne et je sue et je me dis, là, ça va, c'est un truc de punch, d'impro, que voilà. Mais pour tout ce qui est de l'écrit, du spectacle, j'ai une telle fascination pour ce monde que j'aime tellement de tout mon cœur que ouais, j'ai tendance à pas forcément toujours être fier de ce que je fais, et je me jamais réussi à regarder mon spectacle. J'en suis incapable, quoi. Il est capté, j'ai des captages, je peux pas le regarder, c'est pas possible. La folie, on appelle ça. De névrose. Ok, bah tu notes aussi dans ton profil. Moi, je me dis, pourtant, tu vois, sur YouTube, c'est connu, les réseaux sociaux sont comme ça. Tu peux avoir des retours extrêmement, pas forcément toi, mais en règle générale sur YouTube, on peut avoir des commentaires extrêmement violents. Sur la scène, il y a malgré tout une ambiance, une atmosphère générale, et surtout, les gens viennent pour toi, tu vois? Ouais, mais quand tu peux avoir un retour ou un truc où tu sens qu'il y a des blagues qui vont pas jusqu'au fond de la salle en termes de rire ou de trucs, tu peux vite te poser des questions parce que tu as un organisme vivant devant toi. Et les peu de fois où tu peux récupérer une critique négative de ton spectacle, moi, c'est la fin. Pour moi, c'est horrible, quoi. Un mec, parce que je lui ai pris 1h30 de son temps, une soirée de son temps, ça me rend fou furieux de pas lui avoir plu, quoi. Alors que c'est impossible de plaire à tout le monde. Non seulement c'est impossible, mais tu vois, je me dis que le revers positif de la médaille, c'est vraiment littéralement ce que tu dis, la preuve que tu as encore une profonde passion pour ce métier, et que vraiment, t'es absolument pas blasé par tout ce qui t'arrive. Non, pas du tout. Ah non, clairement pas. Tu as connu, toi, des petits moments de galère financière? Est-ce que tu as une anecdote sur le sujet pour nous? En fait, moi, j'ai une petite, mais ça va, c'est parce qu'en gros, moi, j'ai fait, quand j'étais dans mon master, j'ai fait 2 années d'alternance. Donc, j'avais un salaire, je me souviens, c'était 1 000 € par mois. Et je vivais chez mes parents. Okay. Et mes parents me demandaient pas forcément de payer grand-chose à part le plein de ma voiture, quoi. Donc, à l'époque, tu disais « I'm rich ». Ah bah carrément, j'avais 1 000 € d'argent de poche, enfin un peu moins, mais en gros par mois. Donc en fait, tout ça, j'en ai profité pour remettre de côté. Et mes parents, du coup, m'ont permis que finalement, j'ai pas trop de leçons à donner on va dire, j'ai eu toute la chance dans la vie par le fait que mes parents étaient pas riches du tout, mais m'ont inculqué le fait de taffer, et m'ont laissé, je sais pas, ne pas payer de trucs quand j'étais chez eux, que j'avais quand même un petit salaire. Mais il y a eu un moment, après une rupture, où j'ai essayé de voyager beaucoup. Et du coup, j'ai tout dépensé mon argent en voyage. Et j'étais pas habitué à me dire, tiens, j'ai plus de thunes, en fait. Il y a eu un moment, j'ai plus de thunes, quoi. Donc j'ai juste un peu calmé tout ça et tout. Et j'ai pas un souvenir diabolique de ce moment-là. Juste un truc de me dire, en fait, si j'ai un coup dur, qu'est-ce qui peut se passer? Mais j'avais encore la casse papa-maman qui, au pire, me soutiendrait, m'hébergerait. J'avais des possibilités, je me sentais pas trop en danger. J'ai cette chance-là du climat de base. On dit toujours, moi j'estime vraiment que je suis bien né, que j'ai eu de la chance. Mais pas parce que je suis tombé chez des gens très riches, je suis juste tombé chez des gens stables, et qui m'ont aidé à faire des choix, en tout cas pertinents pour ma sécurité, on va dire. Et tu parles, c'est hyper intéressant, tu parles de ce cocon familial. Est-ce que toi, tu as reçu une éducation financière? Est-ce qu'on parlait argent chez toi? Bah, mes parents, c'est un peu des kiffeurs. C'est un peu justement le truc du resto, là. Eux, je sais que, je sais que quand on était jeunes, ils se sont un peu privés parce que c'était achat de maison. Ils avaient 3 enfants, et je sais qu'ils ont eu des moments, eux deux, où ils se sont un peu privés, mais moi, je ne l'ai jamais ressenti. Et je sais que c'est des profs qui travaillaient toute l'année pour qu'on ait des vacances un peu sympas, des moments en famille, des trucs. Mais en fait, chez les 2 heures, il y avait des plaisirs simples, finalement. Ouais. Et du coup, moi, je me suis jamais dit qu'on avait pas d'argent ou quoi, alors qu'en vrai, ça a jamais non plus été la folie, quoi. Mais du coup, l'éducation financière que j'ai, c'est plus profite de ce que tu as. Et plaisir simple aussi, plaisir peut-être. simple,
pas du tout matérialiste, mes Mhm. parents. Moi, je le suis beaucoup plus qu'eux, en vrai. Et Ça devient d'où ce côté matérialiste, tu penses? franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce Hein. que t'as pas vraiment eu la peur de manquer enfant aussi? Non, non, mais tu vois, enfin, quand je dis matérialiste, ça peut par exemple être juste, tu vois, je vais aimer acheter des beaux vêtements, des beaux trucs et tout, qui est pas tellement du tout le C'est bien de la pas, et famille. puis c'est pas un jugement du tout, hein. Mm. Être matérialiste, il y a, c'est un mot qui est assez négatif lorsqu'on Ouais. l'entend comme ça, mais il faut aussi décortiquer l'âme de la personne. Tu sais, parfois on se rend compte à quel point un sac de marque ça compte parce qu'on sait qu'enfant c'était le rêve de sa maman qu'il Mm. l'a pas eu. En fait, il y a tellement de choses qui se passent derrière l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce qui est hyper intéressant à chaque fois dans nos émissions, c'est comprendre à quel point l'argent parle de la psychologie de la personne, de ses peurs, la peur Mm. de manquer en amont. Toi, tu es passionné par ton travail et tu sais à la fois que c'est vraiment tellement fin comme métier et tout peut basculer. Tu en parles à chaque fois que tu vois que l'on se rend compte de ce côté. Je veux préserver ce que j'ai parce que je ne sais pas comment va se passer la Ouais, suite. ouais, c'est ça. Ça parle beaucoup plus de toi et il n'y a vraiment Mm. aucun jugement là-dessus. Mm. Et, et quand tu dis plaisir simple aujourd'hui, toi, les beaux vêtements, il y a quelque chose. Bah, après, en vrai, je suis pas. Moi, j'ai quand même gardé beaucoup les plaisirs simples parce que c'est juste que je peux peut-être en faire un peu plus, tu vois. Mhm. De ce niveau-là, ça va être encore une fois des restos où des fois je me fais livrer de la bouffe, beaucoup moins depuis que j'ai vu le film La vie de Suleiman, mais l'histoire de Suleiman, la vie de Suleiman, l'histoire de Suleiman. Mais enfin, en tout cas, c'est ce truc-là non, c'est surtout par exemple moi quand je fais mes courses, par exemple, je sais où je vais dans un truc de circuit court, etc. Où c'est des prix un peu plus chers, mais des produits de meilleure qualité, et du coup je m'en fous, tu vois. Donc ça me fait vraiment plaisir, quoi. Mais non, mais c'est génial. je En suis plus, trop c'est content. éco-responsable. Bah là, c'est trop bien. j'ai de la chance, mais en vrai, c'est parce que ça se trouve que c'est éco-responsable. Mais Ouais. vraiment, c'est juste le plaisir je sais que quand je vais choper de la bouffe dans mon frigo, bah, ce sera bon, quoi. Enfin, ce sera de meilleure qualité. Et ça, je suis trop content. Et après, c'est les. Non, bah, par exemple, c'est les. Bah, j'aime bien voyager. C'est Donc, des t'es trucs où. hédoniste, en fait, Thomas Dozer. Ouais, mais carrément, moi. Ah ouais, mais ça, c'est ce que mes parents Mm. m'ont filé, c'est de vraiment kiffer la vie, quoi. Mais tout en essayant de réfléchir à comment bien le faire. Mais genre, moi, j'aime beaucoup voyager. Et voyager, c'est un enfer si tu penses qu'en voyageant, tu vas faire des économies. Parce qu'en fait, tu voyages jamais pour faire des économies. Tu voyages, c'est un truc qui te coûte, quoi. Mais De dingue. quand j'avais beaucoup moins de thunes que ça, je voyageais déjà en sachant que. Je sais, mon premier gros voyage, je suis allé 7 jours au Japon. Mhm. Bon, aujourd'hui, ce serait une hérésie écologique de faire ça. À l'époque, Mhm. franchement, on n'en parlait pas, quoi. Mais je suis allé 7 jours au Japon parce que j'avais pas de congé dans mon boulot. J'avais 5 semaines et donc j'avais pas grand-chose. Ils étaient imposés. Donc je suis allé 7 jours. Ça peut paraître ridicule. Et en fait, je savais que ce truc-là, je m'en souviendrai toute ma vie de ces 7 jours. Et j'ai même pas forcément fait un planning de ma boule. Mais ça avait aucun sens. Le rapport présence au Japon, coût du billet d'avion, ça n'avait aucun sens. Oui. Mais aujourd'hui, là, je vous dis que c'était 7 jours, mais j'ai plus aucun souvenir que c'était 7 jours. J'ai juste le souvenir que j'y suis allé et que j'ai adoré. Mm. Donc en fait, j'ai toujours eu ce rapport-là aux choses je sais plus de quoi on parlait. T'avais budgétisé un petit Oui. peu le voyage ou pas du tout en amont? Bah très peu en vrai. Hein. Là, c'est T'y pour allais. mon profil hein, que Ouais. tu. Ouais. Non, moi les voyages c'est catastrophique. C'est catastrophique. Si je dois faire un tableau Excel à la fin, c'est catastrophique. Quoi. Donc Parce en que fait, tu pars, Ouais, tu te fais plaisir ouais. et tu verras. Et j'ai À la toujours fin. fait comme ça. C'est ça, être riche, finalement. Ouais, mais je le faisais déjà avant. Oui, c'est juste que ça te foutait ouais. dans la merde. Ouais, voilà, c'est ça. Être riche, c'est ne plus être foutu dans la merde. Ouais, c'est ça, en Après gros. un voyage au En Japon. On en parlait à l'instant. Comment toi, tu te vois dans 20 ans? Est-ce que c'est un métier, là, ce que tu fais en ce moment, que tu comptes faire toute ta vie? Ou est-ce que tu as déjà en tête une reconversion? C'est quoi ton mindset en ce moment? Ouais, moi je sais à peu près. En gros, il y a 2 scénarios possibles pour moi. Je trouve qu'on vit très mal en humour en général, parce qu'en fait, l'humour, c'est quand même beaucoup une question de décaler, d'avoir des rêves, d'avoir de la vivacité. Donc on perd forcément en vivacité et on perd en référence. Ah, Même si la culture commune disparaît un petit peu, mais on perd un peu en référence. Et du coup, je me dis que je vais forcément être un moins bon humoriste quand je serai plus vieux. ok. Mais par contre, j'aurai la sagesse et j'espère avoir inspiré des gens aujourd'hui qui sont, peu importe où ils sont, mais qui se disent ah, j'aimerais bien faire ça. Et quand je vois Thomas, j'aimerais bien faire comme lui. Et j'espère pouvoir aider tous ces gens-là plus tard. Faire de la mise en scène, de l'écriture et de l'accompagnement d'artistes. Ça, j'aimerais beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je veux me sécuriser financièrement. J'aimerais le faire sur des prospects qui n'ont pas besoin de me payer, en fait. Je veux juste Ok. apporter, parce que moi, ça me passionne. La science de la blague me passionne, mais fort, 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 quoi. Waouh, J'ai- la science de la blague. Ah ouais, ouais.
En fait, quand j'en trouve une, j'applaudis chez moi comme un bon but de foot. J'aime trop ça. J'aime trop trouver une bonne blague et j'aime trop quand j'en vois une et qu'un gars a écrit un truc qui m'a étonné. C'est orgasmique pour moi. Donc en fait, je pense que ça, je le perdrai jamais. Et du coup, à force d'écrire, de réfléchir à qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui est pas marrant, j'aurais peut-être plus la possibilité de l'incarnation et tout parce que je me trouverais un peu démodé ou j'en sais rien. Mais par contre, l'idée d'accompagner des gens que j'ai pu inspirer par le passé, ça, c'est mon rêve. Et deuxième scénario, parce que c'est vers là que je suis en train d'essayer de me diriger, c'est le cinéma. Et là, pour l'acting, je trouve que c'est moins grave de vieillir dans l'acting, on va dire, que dans l'humour. Donc, si ça J'espère se bien passe, même. Bah, qu'il y a des rôles pour tout le monde et que tout le monde a sa place. Exactement, ouais. Bah, quand tu vieillis, tu es un autre profil, donc c'est intéressant. On voit Jane Fonda, 88 ans, qui est aussi vive aussi intellectuellement, et je pense que c'est même ce qui te maintient à ce niveau-là. Il te faudrait combien aller dans un monde idéal? Tu as devant toi un génie qui te dit de frotter une lampe, ce qui est tout à fait probable, hein, on s'entend, et qui te dit tu prends la somme d'argent que tu veux pour être certain que là, tu n'as plus besoin de te faire payer et tu dois accompagner des gens. Il te faudrait combien? Admettons, je suis déjà propriétaire d'un appart. Tu es propriétaire, vraiment, on est dans un monde idéal où il n'y a aucun nom. Je sais pas, 1,5 million, un truc comme ça. Pour toute la fin de ma vie, hein, en considérant que j'ai 35 ans. Demain, c'est ta reconversion. Tu deviens le Laurent Ruquier à la barbe brune et tu accompagnes des gens sans te faire payer. Tu le disais, tu veux te sécuriser financièrement. Ouais. Et donc, pour tenir jusqu'à la fin de ma vie, je crois 1,5 million, je crois, un truc comme ça. Sur ton compte bancaire? Bah après, tu fais le travailler, quoi. Tu te débrouilles. Ah, donc tu le fais un peu travailler. Okay. Ça t'a plu, ça J'attendais le petit détail. Ouais. Ah ouais, c'est comment dire, il y a déjà, mais de toute façon, c'est cette base. Moi, à la base, ça m'intéresse pas tant que ça, tout ça, mais au bout d'un moment, t'es obligé quand tu sais que tu vas avoir une carrière courte, parce que c'est finalement ce qui m'est destiné, donc je peux pas espérer. Moi, dans ma tête, quand je gagne de l'argent, il est déjà lissé sur toute ma vie. Donc, et du coup, je sais que déjà de base, si tu as juste de l'argent qui est dans une chaussette, que tu as thésaurisé, il faut contrer l'inflation déjà de base. Donc, si tu le laisses juste comme ça, bah, il descend tout le temps. La valeur descend. Donc, oui, il faut le faire un petit peu travailler. Ok, travailler. Et tu le ferais travailler dans quoi, toi? Bah, je dirais un PEA avec des intérêts composés. Je pense que dans 25 ans, je m'en sors avec 5 millions, 5-6 millions. Au moins, minimum. C'est à peu près une bonne réponse que j'ai. À peu près. Ça, on est bien. Sandra avec une petite larme. Justement, Sandra, avant de démissionner d'un CDI pour faire le grand saut, ou même se lancer dans une reconversion, on en parlait, toi, tu conseilles quoi comme backup financier? Quel réflexe est-ce qu'il faut avoir? Thomas parlait tout à l'heure de la sécurité familiale quand même, où tu te lances et finalement, il a parlé de l'alternance, où tu mets un petit peu de côté et tout. Et finalement, c'est un peu tout ça, l'épargne de précaution. Et c'est ça qu'on conseille, c'est d'avoir toujours cette épargne de précaution, de se dire, j'ai 3 à 6 mois, on conseille toujours 3 à 6 mois de dépenses courantes de côté. Il faut se lancer, on parlait d'oser tout à l'heure, d'y aller, etc. Mais anticiper un petit peu si c'est possible. Il faut que ce soit possible. Ou alors, quand on se lance, on réduit au maximum notre train de vie. On réduit au maximum toutes nos charges. On fait attention et on calcule bien et on estime bien et on anticipe bien surtout les charges qu'il va y avoir. Notamment, il y a toujours des frais qui arrivent, les impôts, l'URSSAF, ce genre de choses qui peuvent arriver quand on se lance. Moi, je dirais anticiper. Max. Et alors, tu parlais d'épargne de précaution, donc 3 à 6 mois. Est-ce que cette épargne, c'est le salaire que tu avais avant durant 3 mois? Toi, tu conseilles quoi? Moi, je conseille surtout de se fier à si on veut garder son train de vie, donc d'estimer un peu son train de vie et donc ses dépenses, et d'estimer surtout toutes ses charges courantes, toutes les charges obligatoires en fait qu'on peut avoir, et de voir sur quoi on peut économiser. Oui, c'est ça, c'est de se sécuriser. De sécuriser les charges, en fait. Toit. Alors, exactement, un toit, l'alimentaire. Peut-être qu'on enlèvera l'abonnement au ciné ou à Netflix, mais... ou à l'équipe de foot. Ou à l'équipe de foot, exactement. Pas le cinéma. Tout à l'heure. Pas le cinéma, faut le garder. D'accord, on enlève juste la Ligue 1. Il veut des rôles, lui, au cinéma. Non, c'est important de voir des films, sinon la vie n'a plus de goût, non, si on voit plus de films. Je sais pas. Ok, donc cette épargne de précaution, parce que réalistiquement parlant, on sait qu'on n'aura pas dès le départ le même salaire que dans son CDI.
mais être certaine de se sentir serein sur l'idée de pouvoir payer ses charges, etc. D'assurer les coups durs, d'assurer les baisses de revenus, parce que ça peut être aussi irrégulier quand on se lance. Et effectivement, un peu de sérénité et de se concentrer sur son projet professionnel. En fait, juste la sérénité qu'on va avoir, de se dire « je peux payer mon loyer, je peux payer mes cours », ça va nous permettre juste de pouvoir se lancer, d'imaginer peut-être le futur de l'entreprise, etc. Oui, tout à fait, parce qu'on crée rarement bien dans la peur. J'ai connu beaucoup de gens qui, en démarrant des trucs artistiques, faisaient en fait, tu as ton auto-entreprise, donc tu fais des facturations sur des choses genre, je sais pas, de la formation en entreprise, des choses qui s'éloignent beaucoup, mais dont tu as les compétences. Mais du coup, tout ce temps-là, tu le mets pas au service du grand projet, quoi. Et je l'ai fait aussi, de faire... Mais ça peut être un choix de prendre un mini-job alimentaire, on va dire, à côté. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes plein d'interviews de plein d'entrepreneurs, toutes les masterclass, moi, je le conseillerais parce que malgré tout, ça te fait un revenu complémentaire. Mais je pense que quand tu dois te lancer, tu dois te concentrer à 110% en fait sur le projet. Donc, c'est compliqué d'avoir à côté un job qui te prend du temps, qui te prend de l'énergie. J'ai animé un podcast sur une boîte qui faisait de la crémation d'animaux de compagnie. C'est pas vrai. C'était pour accompagner dans le deuil les propriétaires. J'ai une fois fait cette presta-là. C'est vrai? Attends, ouais, vraiment. Est-ce que ça existe encore? C'est trouvable, c'est sûr. Bien sûr. J'étais avec là... C'était juste pour expliquer c'est quoi le chemin, comment t'es accompagné. C'était pour une boîte qui, je dis crémation, ils faisaient pas que ça. Ils faisaient des sépultures pour animaux, des trucs et tout. Et donc, c'est dans les contrats un peu marrants. Ah si, j'ai fait un podcast pour des salles de bain aussi. Alors, t'aurais dû commencer par la salle de bain pour terminer par la crémation, parce qu'à côté de la crémation, Oui. rien ne sera aussi fou. Waouh! Ouais. Waouh! C'était... tu sais, de toute façon, c'est connu comme ça. Mais c'était sur on a besoin d'argent. la partie bulle podcast, en plus, il y a eu un moment, moi, c'est tombé pile au bon moment, où les gens ne savaient pas trop doser combien ça coûtait et tout. Oui. Et ça marchait bien. Et tu faisais, du coup, il t'avait pris en tant qu'humoriste pour faire des petites blagues. Non, c'est l'enfer. J'étais animateur parce qu'à la base, j'étais animateur d'un podcast. Et du coup, juste en tant qu'animateur, là, sur le coup, j'ai pas fait de blagues. J'ai accompagné. En plus, j'avais vraiment un mec qui me parlait de son chien qui était... Oh non. Ouais, du coup, j'avais un petit vieux devant moi qui était gentil comme tout. Et... Ouais, c'était pas... Puis qui écoute ça, en vrai? Je pense que c'était de l'argent très mal dépensé par la boîte, mais c'est pas mon problème, quoi. Écoute, c'est fait. Ah bah, puis j'étais pas l'agence de com, moi j'étais juste le gars qui animait. De toute façon, ça serait iconique. Ouais, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de trucs liés au podcast à ce moment-là. Ouais, je me rappelle de cette période-là. Mais en soi, c'était à peu près lié, moi. Mais c'était à peu près lié au projet de faire... parce que je veux dire, être humoriste et podcasteur, bon, pas la crémation d'animaux, c'était pas très lié. Mais je veux dire, j'étais dans un milieu... Je laissais parler, t'as remarqué. Moi aussi, j'attendais le lien. C'était de la création, quoi, parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis à moi qui veulent se lancer dans l'acting ou des choses comme ça, et qui se retrouvent, par exemple, à faire des formations sécurité dans des boîtes, dans des grandes boîtes, quoi, auprès des employés. Très bien, c'est le job. Ouais, et en fait, tu restais finalement dans l'univers un peu... Franchement, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Et puis, c'était une manière, comme tu le dis, à une époque où le monde du podcast c'était un peu le Far West. Tout le monde voulait lancer un podcast sans avoir une thématique aussi cool que celle de Flouze. Je suis désolée de le redire. Ouais. Et écoute, il y a un moment, il faut bien gagner sa vie. Ah bah ouais. Mais j'ai tellement aller retrouver ça. Bah, il y a ça. Mais de toute façon, il y a des trucs qui sont trop marrants. Genre, d'une fois, avec un. En fait, j'ai bossé dans une troupe d'impro avec un gars qui était vraiment un des gars les plus marrants que j'ai connu dans ma vie. Et moi, en fait, on faisait des spectacles pour enfants, ados et adultes. Et moi, j'étais plus ado parce que j'étais le plus jeune de ma bande, j'avais un peu les refs et tout. Mais quand il y avait des manquements pour les spectacles pour enfants, on m'y mettait. Alors, j'étais vraiment pas le meilleur là-dedans. Et une fois, il y a eu un problème de dispo. Et du coup, on était 2 dans la troupe à avoir ce profil-là de pas être bon pour les enfants. Donc, on s'est retrouvés à 3. Un qui gérait, 2 qui géraient pas, dans une crèche, tout près de Douai. Dans une crèche? J'ai fait des spectacles dans des crèches. Petit en plus. Ah ouais, il y avait les parents, les enfants. Je suis pas sûr que les enfants captaient grand-chose. C'était des spectacles à thème sur le langage. Là, c'était sur le langage, en l'occurrence. Et je faisais un crocodile comme ça à 7h. Et puis, avec mon pote, on me disait, c'est loin l'Olympia, quoi. Mon Dieu! Et c'était pas si loin. Oh la vache! Et puis surtout, mais vraiment, moi, j'ai entendu dire que le pire public de la Terre, ce sont les enfants, parce que si c'est pas drôle, contrairement à des adultes qui, pour te faire plaisir, riront un petit coup, tu vois, les enfants, ils vont juste te regarder en disant t'es moche et tu pues, quoi. Ouais, puis ils vont sur scène, il y avait un pianiste avec nous, il touche le piano et tout. Voilà. Non, mais c'est des moments terribles, hein, mais moi, j'étais dans une troupe avec quelqu'un qui croyait énormément à ça, et franchement, il était inspirant, du coup, grand bien lui fasse, mais c'était en fait, c'était de la sensibilisation, finalement, presque plus pour les parents qui étaient là que pour les... C'était que dans des milieux, on va dire, défavorisés. Et du coup, on expliquait des choses sur le langage, sur plein de trucs. Sens. Ah bah de toute façon,
pour le coup, tous ces trucs-là, ça avait beaucoup de sens, quoi. C'était juste, connaissant mon profil, me lever tôt, aller dans une crèche et faire un crocodile, c'est pas les trucs que... Tu rentrais le soir et tu retournais un petit peu sur LinkedIn, non? Non, mais je me Job disais... chef de non, produit. mais le soir, souvent, je jouais dans des bars à mon stand-up, tu vois, mais je savais Ok. que le matin, j'avais fait un crocodile et je disais, Faut juste j'espère pas que... échanger les deux, quoi. Bah ouais, mais ça va, C'est j'avais... vrai que les crocodiles... Ah ouais, mais en plus, il y avait vraiment un crocodile, c'est pour ça, vraiment, je me souviens d'un truc de... Tu saurais le faire encore? J'ai arrêté, puis je suis en dehors des heures de travail, là, mais... j'ai arrêté. Il négocie bien, hein. Maintenant, on va parler de ta relation de travail avec des amis. J'imagine que c'est un sujet qui te parle. Ça fait quoi? Parce que pour rappeler à ceux qui ne le sauraient pas, tu travailles avec ton meilleur ami, l'un de tes meilleurs amis, Amixem. Ça fait quoi de travailler avec un ami, des amis? C'est drôle, c'est vraiment que tu dises un de mes meilleurs amis, parce que on s'aime beaucoup et on n'a jamais conscientisé ce truc, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés. Mais à la base, quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'était juste On est d'accord. une connaissance, quoi. Ouais, Alors, c'est ça, hein. Je veux pas dire, mais je l'ai vu dans l'une de tes vidéos où ça vous échappait ce côté-là, meilleur ami. Donc, Ouais. ce sont tes mots. De toute façon, on est devenus très proches parce qu'on se parle tous les jours, Mhm. etc. Mais à la base, c'est un peu un accident très heureux parce que je me retrouve à travailler avec une grosse personnalité d'Internet. Et j'ai toujours tendance à dire que les grosses personnalités d'Internet, il y a 17 couches à casser avant de pouvoir leur parler vraiment. Ok. Parce que c'est des gens très... où ça fait des années quand on leur parle, c'est toujours un Ouais. peu intéressé, quoi. Comme, de toute façon, dès que quelqu'un a une autorité, il peut y avoir ce truc-là de, on sent que tu me parles, c'est un peu intéressé, mais des fois, c'est pas forcément intéressé en mode je vais te piéger, c'est juste... Heureux de te rencontrer, Ouais. mais avec une image qu'on s'est faite de toi déjà. un quoi. petit peu. Mais de toute Ouais. façon, ça peut créer une légère inégalité, ce qui est difficile en amitié et en amour Ouais. pour les nouvelles rencontres. C'est un vrai sujet qui est pas simple, mais tu le décèles vite, la sincérité chez les gens, etc. Mais du coup, Maxime, on a dû passer par des stades comme ça, et il y a eu des moments, en fait, des moments de tournage un peu qui ont débloqué ce truc-là. Où on passe tellement d'heures ensemble que, puis à un moment donné, en fait, on se fait rire. Ouais. Et en fait, quand tu fais rire, quand tu rigoles à quelqu'un, tu lui dis un peu je t'aime. Mm. C'est plus tu vas rire fort à quelqu'un, plus ça veut dire vraiment que tu l'aimes bien, en fait. Puis il y a une connexion, tu vibres pareil. Pour moi, l'humour, Mm. c'est une question de vibration aussi. Bah oui. Et donc voilà, donc il y a eu ce truc-là. Donc c'est vrai que mon patron est devenu un ami et que j'appelle patron encore pour rire. J'appelle Ouais. papa des fois aussi, mais il y a un truc de maintenant la personne qui m'a quand même donné, je lui dis toujours, donné cette estrade pour faire rire beaucoup de gens parce qu'en fait c'est ça qui m'a permis. Il m'a donné une carrière et m'a permis d'être rigolo devant plein de gens, ce que je voulais, quoi. Et du coup, je suis devenu ami avec lui. Mais j'étais habitué à travailler avec mes amis parce qu'avant, j'avais un podcast de cinéma qui marchait plutôt bien. Mhm. C'était que des amis à moi dans la bande et j'étais l'animateur à prendre les décisions, des trucs, etc. Et j'ai toujours eu coutume de dire, ça marchait trop, trop bien. Et je sais que des fois, dans l'ascenseur, en sortant de chez moi, ça a pu dire des choses sur moi un peu. Putain, il fait chier Thomas Ouais. aujourd'hui, des trucs. Et en fait, c'est comme ça. Faut juste essayer de faire en sorte que ça arrive le moins possible et faut dialoguer un maximum. Et moi, le truc, c'est que je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ce podcast n'existe plus et qu'ils sont toujours encore à me réclamer que ça revienne. Du coup, je me dis, j'ai réussi quelque chose, Ouais. tu vois. Et là, avec Maxime, ce qu'on réussit, c'est une transparence assez énorme. Mm. Où quand il y a un truc que je sens pas, nanani, je lui dis. Et du coup, lui, il n'avait pas l'habitude de ça dans ses relations, de quelqu'un qui lui dit autant. Du coup, lui, il s'est mis à me dire aussi. Et je pense que ça nous a rapprochés. Et puis, tu disais, c'est hyper intéressant, les 17 couches. Lui, il avait plus peut-être cette habitude-là de parler en vérité avec quelqu'un en face. Bah, dans sa vie perso, évidemment. En plus, c'est quelqu'un qui est... Attends, c'est horrible ce que je vais dire. C'est pas horrible, mais je vais m'avancer sur un truc, mais c'est que les personnalités d'Internet peuvent assez facilement, dans leur prime notamment, mettre de côté quand même la vie perso. D'ailleurs, un peu un truc que je subis en ce moment, je trouve, mais pas lui, en fait. En gros, je croise beaucoup de gens sur Internet où je me dis, bon, la frontière, elle est ténue quand même entre vie perso, vie pro quand tu es sur Internet. Et puis, il reste pote entre créateurs et il y a un sort d'écosystème. Et est-ce que c'est pote? Ouais. Et des fois, oui, des fois, c'est des grands sourires, mais il n'y a rien derrière, et pas parce que c'est négatif, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme ça, quoi. C'est un milieu, quoi. Donc, heureusement, on se fait des potes, parce que il y a vraiment des rencontres que j'ai fait. Maxime, c'est la plus grande, mais il y a vraiment des gens dans le milieu d'Internet où vraiment, oui, je peux considérer que c'est des amis, mais il y en a où c'est juste agréable de les rencontrer, etc. Mais c'est pas pour ça que tu parles vrai et que tu as un vrai moment
où tu te recharges quand tu as fini de parler, quoi. Mais je me suis encore perdu, ça m'arrive jamais. C'est fou, ça fait 2 fois. Je pense que c'est l'effet canapé. On commence à se détendre, on va arriver aux confidences. C'est pour ça qu'on garde les questions hardcore pour la fin. Non, c'est intéressant le fait de travailler avec des amis. Et à Mixem, tu le disais, ce côté... J'ai retrouvé. C'est bon ? Ouais. T'as pas besoin de la suite de ma question, du coup ? Bah dis, si tu veux, vas-y. Vous parlez ensemble... Je ne sais pas si c'est la bonne manière de dire, mais en vérité. Et du coup, il y a une profonde connexion entre vous. Et ce qui, du coup, rend peut-être aussi plus sain même les moments de friction, quoi. Et les moments de caméra, surtout. Moi, c'est ça. Parce que friction, franchement, j'en ai quasi pas avec Maxime. Wow. Mais de caméra, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est un truc dont peut souffrir un peu Internet et souffre 100 fois plus la télé. C'est que un animateur télé qui fait une blague, il y a rire, applause public. Ouais. Putain, on a oublié un truc, c'est que c'est pas tellement marrant en fait ce qu'il vient de dire. Sauf que nous, sur Internet, on peut rétablir une vérité on se fait rire entre nous. Mais il y a quand même des contenus de gens qui fit ensemble où ça arrive parce qu'il y a une énergie d'élastique tendu voilà. Et là, et je dis pas que c'est ça partout, hein, mais il y a des endroits c'est comme ça, il y a des endroits c'est plus nature. Tu vois, je sais pas, je vous donne un autre exemple quand je vais chez McFly et Carlito. Et en fait, on se fait vraiment rire, quoi. C'est vraiment un truc de. Donc vous êtes meilleur individuellement aussi. Bah oui, et je pense que pour les gens, c'est un peu plus intéressant de voir ça, quoi. Mais c'est très fin, très subtil parce que il y a aussi des plateaux télé TF1 où des gens ils vont réagir à des vidéos et il y a quand même un peu du rire sincère. Je dis pas que tout est faux ni rien. C'est vraiment une subtilité que je veux dire que quand tu es avec des gens avec qui tu as l'habitude de rire au quotidien, c'est tellement plus intéressant finalement à voir pour les gens. Mais est-ce que les gens qui regardent le conscientisent ou pas ? Je pense qu'ils le conscientisent pas, mais qu'ils se disent juste tiens, je passe un bon moment là. Mais ils savent pas forcément pourquoi, mais je pense que c'est pour ça. En fait, oui, je trouve ça super intéressant. J'étais en mode En fait, ce qui est la chance du duo que vous avez créé, même si ça reste ton papa patron, c'est que vous êtes réellement potes, quoi. Parce que ça aurait pu juste être ton employeur avec qui il y ait ce duo qui fonctionne, qui fasse rire, etc. Mais votre chance, c'est ce supplément d'âme que vous avez créé en vous faisant taper des barres mutuellement, quoi. Bah, à mort, il y a... je pense que c'est un truc qui va me faire tenir super longtemps dans la relation avec lui, parce qu'en plus il y a des fois des concepts, des trucs que j'ai pas forcément, je dirais pas vers ça, quoi, tout seul, tu vois. J'ai une vision de toi caché dans un pot de fleurs par exemple, Versailles. Il y a des trucs des fois où en fait ça va être rigolo parce que il va me dire je sais que t'as pas envie de le faire ça, mais viens. Et en fait moi j'ai toujours un peu envie de faire les choses parce qu'il y a un challenge de quand t'es dans un concept ou un truc qui te parle pas, moi mon but c'est d'être marrant dedans. Donc en fait quoi qu'il arrive c'est excitant, même quand j'ai pas du tout envie, parce que par exemple je sais pas si t'es sur une planche au milieu d'un lac à 8h du matin, bon j'ai d'autres envies, mais t'as un challenge, il faut que je sois marrant là, donc ça j'aime bien. Et donc c'est ton employeur, mais t'as quand même droit de dire non là j'ai pas envie. Bah de toute façon c'est il y a beaucoup de dialogue de toute façon lui et moi, ça c'est sûr, parce que mais je pense aussi qu'il y a une notion d'effort, de truc, que ça reste quand même mon métier, et que des fois il faut aussi c'est tout serrer les dents, parce qu'en fait il y a un truc sur YouTube qui est hyper particulier, c'est pas un faux mot, mais c'est que des fois un tournage sur le papier tu peux dire ouais je sais pas, et en fait ça crée une vidéo de fou, quoi. Donc en fait il faut jamais présager, on peut jamais savoir à l'avance, quoi. Et puis j'imagine, je sais pas comment toi tu fonctionnes aussi Sandra, mais parfois moi j'ai besoin un petit peu de me faire peur. C'est aussi de la contrainte que naissent. Totalement. Qui va te lancer en fait. Ouais. Mais c'est ça. Dire oui et réfléchir après. Et si ça devient trop facile, trop sympa, c'est peut-être là où on se relâche et où finalement on est un peu moins bon, et c'est le moment aussi d'arrêter, quoi. C'est pas faux. Moi j'adore la question qui suit. Puisque tu travailles pour un ami, on l'a écrite ensemble avec Sandra. Est-ce que tu as un entretien annuel, augmentation, prime, congé payé, c'est si ticket marrant. resto? C'est si marrant parce que j'en joue tout le temps quand je vais au boulot de ce truc-là. Bah oui, ça me fait rire. Parce que c'est terrible, mais en fait, est-ce que tu as beaucoup de boulot, ou si t'es viré, on va en parler sur Twitter? Pas tant. Bah, j'espère pas, en tout cas. À part le couple à Coldplay qui se fait gauler. Mais sinon, le couple légitime, mais sinon, non. Donc en fait, il y a une espèce de truc de... je peux aller dans l'open space des monteurs et dire allez, c'est bon, je vous donne votre après-midi, parce que j'ai pas du tout ce droit-là, et de faire des trucs comme ça. En fait, c'est un endroit qui finalement est... un enfer. Non, mais c'est parce qu'en fait, on fait des blagues. Parce que finalement, il y a, on va dire, 25 salariés là où il y a
les tournages. Waouh. Donc c'est une vraie entreprise en fait, avec les vrais problèmes des entreprises que j'ai connus dans toutes les autres entreprises. C'est les mêmes. Sauf qu'il y a aussi des zouaves que sont les gars devant la cam, mais derrière aussi, parce qu'en fait les monteurs ils sont marrants. Les gars de la prod ils sont marrants, parce qu'en fait c'est un milieu comme ça où en fait les gens sont tous créatifs. Faut avoir une sensibilité pour le montage, faut avoir oui. un humour, une patte, un ton quoi. Mais clairement, moi je veux dire, tous les monteurs de là où on travaille me font marrer. Et en plus, parce que je sais qu'il y a eu très peu de fois dans ma vie où j'ai pas eu tellement confiance en un monteur, mais la première base du monteur, au-delà de faire tous les effets, le rythme, etc., c'est de te dérocher. Et moi, s'il y a une blague qui est géniale et qui va au paradis des blagues parce qu'un monteur l'a pas comprise, je serais trop mal. Mais la chance qu'on a, c'est que moi, je travaille. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, mais c'est des monteurs, franchement, où en fait, on rigole ensemble et tout. Donc, en fait, c'est des gens qui ont de l'humour. Mais il faut qu'ils en aient, quoi. Mais du coup, voilà, j'en rigole. Des codes du travail dans ce milieu-là très particulier, ça me fait marrer, mais vraiment fort, quoi. Mais du coup, as-tu vraiment des congés, des tickets Ouais, resto j'ai une carte ticket resto. De toute façon, je le disais dans mon spectacle d'avant, je parlais de ça, que j'avais une carte ticket resto. J'ai des congés à poser. La seule particularité de mon contrat, c'est que, tu vois, là, aujourd'hui, on est jeudi. Ouais. Ouais, moi, je suis salarié, hein. Je suis en CDI. Donc, en fait, là, je suis censé être au travail. Mais là, je suis pas en train de travailler pour Amixem. En fait, on a un contrat qui... c'est la première fois que je vois ça de ma vie où en fait on n'a pas des heures fixes du tout. C'est très particulier comme contrat. Ça a été d'ailleurs une grosse galère administrative à mettre en place. Mais j'ai ça, j'ai pas d'entretien annuel en vrai, mais par contre il y a qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une pression, ouais, des séminaires quoi. On vient de faire un séminaire d'entreprise et donc on y va, ouais. Mais non. Mais bien sûr. Bah oui, parce que nous, on est les privilégiés. On est 4 à être youtubeurs dans cette boîte. On est les privilégiés. On est ceux devant la cam, ceux qui avons les avantages financiers, de carrière, de trucs et tout. Mais n'empêche que... En plus, il y a un truc avec les... Moi, je trouve que tous les gens qui travaillent derrière, ils ont eu un impact sur ma carrière. Il y a un truc où, en fait, ils peuvent me rendre pas marrant dans une vidéo. Ils peuvent, en tout cas, ils ont participé à ce truc-là. Donc, moi, le seul maigre consolation que je leur donne, c'est ils ont un golden ticket pour les spectacles à vie. En gros, je veux jamais qu'ils payent une place. Mais si c'est un cadeau, ça. Pas forcément. Pas forcément. Moi, je me souviens une fois, parce que c'est à Angers, les trucs, j'ai joué à Angers et je suis allé tous les voir en disant est-ce que tu veux venir voir mon spectacle? Mais en fait, j'avais. Tu sais, tu peux pas dire non, merci. En fait, je dis, mais je veux pas te piéger, réponds-moi plus tard si t'es pas dispo et tout. Disait, ce soir, soirée off, sushi. Et en fait, non, mais en fait, faut savoir qu'ils sont à Angers, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc en fait, j'étais très heureux d'avoir une soirée avec quelque chose pour une fois, quoi. Salut les habitants d'Angers. Non, mais je suis toujours très dur avec Angers, ouais. Très jolie ville en vrai. Mais moi, j'aime pas. J'ai vécu 2 ans. Mais non, on s'en est parlé. Oui, j'avais envie de le redire. Je ne le savais pas. Parce que c'est un... Ça te va tellement mieux, Paris. Détail, merci beaucoup. Bah, Autun Ouais, principalement. Ok, je prends. Tu as déjà dit en interview que tu ne lançais pas ta chaîne YouTube pour ne pas être en concurrence avec Amixem. Il y a une forme de loyauté en jeu là. Comment est-ce que pas vraiment concurrence, mais je vais... Ah ok, tu vas nous détailler ça alors. Comment est-ce que tu gères ça dans tes choix de carrière? En fait, c'est particulier. En fait, concurrence, ce serait hyper prétentieux de ma part. Mec, Bien sûr. C'est une top 10 France, Maxime et tout. C'est plus que je veux que mon cerveau et mon esprit soient vraiment dédiés à la chaîne de Maxime. Tant qu'on est dans cette collaboration-là, c'est-à-dire que, par exemple, c'est con, mais si tu as une idée d'un concept, si tu as une chaîne, tu fais quoi? Tu le donnes pour le gars avec qui tu es en CDI, qui t'a lancé, ou tu le prends pour ta chaîne. En fait, j'aime bien ne pas avoir ces débats internes. Qui sont gérables dans la discussion, mais en fait, ça crée des nouveaux débats. Et aussi, mon énergie, le planning de tournage qui fait qu'au moins, les tournages, c'est dédié à lui, et quelques feats sur YouTube, même si j'en fais pas tant, j'évite d'en faire. Mais, et à côté de ça, j'ai d'autres activités qui prennent aussi du temps, donc le spectacle, l'écriture, beaucoup d'écriture. Cette question de travailler avec un ami, il y a forcément aussi la question de l'argent, qui peut être un peu tabou, hein. C'est connu en France... entre amis, on a du mal à parler d'argent. Est-ce qu'à certains moments, avec Amixem, ça a créé des gênes, des désaccords? Tu vois, tu disais qu'on parlait pas d'argent et vlan, la question d'après. Non. Non, là, en fait, on est avec quelqu'un qui est un chef d'entreprise, mais de plein d'entreprises, Maxime. Sur YouTube français, en termes d'entrepreneur, on peut rarement aller avec quelqu'un qui a autant de niveau d'expertise. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très habitué à parler de l'argent. Et c'est mon conseiller financier aussi, tu vois. Donc en fait, du coup, tout ce qui
tout ce qui est lié à ça, on en parle librement, etc. J'ai déjà eu des négociations, hein, j'ai déjà fait des négociations avec Maxime, par exemple sur des... Parce que je suis dans son agence de sponsoring aussi, mais sur combien, je sais pas, de marge il prenait, etc., de trucs, sur à quoi servait l'argent que je donnais à... C'est drôle parce que Nolwenn, mon agent, qui est là, juste là, donc elle sait que ça sert à payer son salaire notamment, mais à quoi servait Nolwenn, est-ce que tu peux sortir? Il n'arrive pas à parler librement. Ah non, bah, en plus, t'es d'accord, Nolwenn, j'en parle librement, tout ça, des trucs. En plus, je dis souvent à Nolwenn que donc elle gère mes OP et tout, et qu'il y a de l'argent qui passe sous ses yeux, et que c'est pas pour elle, tu vois. Et du coup, il y a un truc de comment ne pas me détester. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Tu me détestes pas? Ça va. Ça va. Puis on va pouvoir mais c'est vrai, non, mais c'est cette dur. émission sur des basses scènes. C'est dur d'être motivé à... Tu vois, d'être motivé à, j'allais dire, finalement enrichir quelqu'un, tu vois, et sans que ça te profite, à part parce que c'est ton travail et que tu as un salaire pour ça. Mais je trouve que forcément, je trouve que c'est important de mettre les pieds dans le plat et d'en parler, quoi. Et donc, bref, avec Maxime, Parce que ça pourrait être le cas pour Maxime aussi. Tu pourrais te dire ça aussi. Bah, complètement, en vrai. Parce que, je veux dire, il y a des OP sur YouTube, dans les vidéos dans lesquelles je suis, sur lesquelles, finalement, je ne touche rien directement, je touche parce que j'ai un salaire. Mais... Après, moi, c'est facile avec Maxime, hein, parce que globalement, il a été un ange dans ma vie. Hein, parce que moi, je suis là, je fais mes petites salles, mes petits trucs. Lui, c'est trop bien parce qu'il me dit que je lui dois plus rien. Tu vois, parce qu'il sait que je suis motivé quand je suis dans les vidéos, que je fais des blagues, que ça a sûrement conquéri un petit public en plus, tu vois, d'avoir. Parce que j'ai forcément ramené un type d'humour qu'il n'y avait pas sur la chaîne. Et puis, il sait que je suis motivé. Il y a des fois, j'ai eu des idées de concepts qui ont très bien marché. Il y a des trucs. Mais quand même, je suis arrivé sur une chaîne YouTube qui, à l'époque, avait 7 millions d'abonnés. Maintenant, il y en a 9. Waouh. Mais c'est pas moi qui les ai cherchés, ces 7 millions. Donc en fait, il m'a donné quand même un auditoire de fou. Et ça, en fait, jusqu'à ma mort, je suis reconnaissant. Donc en fait, je sais qu'il y a beaucoup de trahison dans ce bas monde, du Game of Thrones, des trucs. Ah non, mais moi, mais lui, c'est bon, tu vois. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à des gens qui voudraient s'associer avec des amis en termes de business ou à minima une collaboration? Ce serait quoi tes conseils, toi? Bah, quoi qu'il arrive, je trouve ça super dur. Hein, parce que, en plus, même dans mon dernier boulot, je bossais avec celui qui est mon meilleur ami aujourd'hui. Moi, j'étais chef de produit, il était graphiste. Il y a eu 2-3 fois des trucs qui n'étaient pas ouf. Moi, quand même, je pense que pour s'associer avec un ami, le premier test à faire, c'est de partir 15 jours en vacances avec lui. Parce que c'est là qu'on voit la vérité des gens. Un peu comme en couple. Un peu comme en couple, ouais. C'est tellement vrai. Aller sur un bateau où on ne peut pas revenir sur le port. Ça fonctionne très bien. Mais les vacances avec des amis, quand tu as trouvé celui avec qui ça se passait bien, c'est pas forcément que c'est un meilleur ami, mais c'est un ami avec qui tu peux envisager des projets un peu différents. Donc le travail peut-être, tu vois. Et puis il y a la question de l'argent qui revient très très fort durant des vacances et qui va aussi forcément être... C'est vrai. C'est vrai. Qui paye quoi, pro, bah ouais. Le resto, est-ce qu'on partage? C'est ça. T'as des histoires d'horreur comme ça? De Financières, de vacances, de trick-out? Non, moi j'ai un truc un peu nul, mais pas à vacances. C'est mon ancien meilleur ami à qui je trouve un boulot dans ma boîte et avec qui je suis en coloc à ce moment-là et où ça nous a éloignés, quoi. Alors qu'à la base, c'était une amitié très fusionnelle. Maintenant, on est redevenus amis. Mais on se voit beaucoup moins. Mais bêtement, en fait, d'être dans la même entreprise, donc avec un boss qui, du coup, t'es là, tu vois ton pote travailler, tu vois que t'as toujours un visage peut-être un petit peu différent au travail. Puis, en fait, le soir, quand tu rentres, il est encore là. Et tu ne vois que lui. Et ouais. Et au final, c'était une coloc avec 4 personnes. Mais et c'est dommage parce que je l'aimais tellement, enfin je l'aime encore d'ailleurs, mais je l'aimais tellement qu'en fait il y a eu un trop plein, tu vois, d'un truc comme ça. Mais du coup, oui, je pense franchement le test des vacances c'est super, je pense. C'est pas mal. Même l'argent en termes de pour l'argent, je trouve que c'est plutôt pas mal de savoir gérer. C'est vrai, c'est un sujet que on n'a pas encore énormément abordé dans Flouze. La répartition de l'argent au sein du couple, c'est un sujet qui est primordial. Le test des vacances, je retiens. On va être obligé de repartir en vacances. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est con, hein, Moi, mes propositions sont toujours un petit peu fun quand même. Toujours un peu de plaisir, vraiment. Avec un petit budget à la clé, hein, j'ai entendu. Ah oui, c'est vrai. En plus de YouTube, donc tu en parles, hein, tu es plus... C'est même pas un à côté, c'est vraiment qui tu es profondément. Tu es humoriste, tu fais des tournées à guichet fermé. Enfin, c'est hyper impressionnant. Est-ce que la scène, c'est quelque chose, toi, qui te paie vraiment? Ou alors est-ce que tu le fais plus parce que c'est ce qui te drive dans la vie, ce qui te passionne? À la base, c'est simple. Hein.
pour Sandra, ce petit chiffre, j'ai regardé avant, j'ai fait un camembert, c'est 35% de mes revenus. Ah, ça te plaît, Sandra. Voilà. Donc cette année, c'est 0% parce que j'ai pas de, Ok. ni de spectacle ni de droit d'auteur du coup. Mais l'année dernière où j'ai fait, c'était 35% de mes revenus. Donc en fait, et moi je le faisais, je disais partout, bah ça me rapporte pas d'argent, etc. Parce que en fait, je pensais sincèrement que ça m'en rapportait pas parce que vu que j'étais très très dans les tableaux. Comment dire, en fait, tu peux soit faire appel à une prod, à un tourneur et t'as jamais trop les infos parce que tu gagnes à la fin. Moi, j'étais dans une production qui me laisse de la prise de décision énorme sur toutes les dates que je vais choisir. Coproducteur, du coup? Bah, on peut dire tourneur plus, mais je sais pas trop comment dire. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas et pourquoi est-ce que ça peut avoir des avantages, mais aussi une double pression? Bah, c'est que. Donc, en fait, comment je peux résumer ça? Bon, à chaque fois que tu fais une date, c'est pour plein de raisons. Moi, mes raisons principales, c'était couvrir la France. J'avais Internet à côté, donc je devais couvrir la France. J'étais stratégiquement dans des zones de chalandise où les gens pouvaient venir pour parcourir la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Donc je choisissais des villes stratégiques. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est moi qui choisissais sans démarcher des salles. Mais dès lors que tu commences et dès lors qu'on voit écrit complet, tu te fais approcher par énormément de promoteurs locaux qui veulent t'acheter ton spectacle. Et du coup, pour faire simple, le business model des salles quand tu fais une tournée, je parle pas des cafés-théâtres et tout, c'est soit on t'achète ton spectacle, donc on te donne une somme pour l'avoir, et quel que soit le nombre de gens qui payent leur ticket, c'est ce que tu vas gagner. Trop bien. Ouais. Soit tu loues la salle, et là, c'est ta prod qui avance la location de salle, et genre un Zénith, c'est 40 000 € au bas mot à louer. Au bas mot. Ouais, plus la tech et tout. Donc ça veut dire qu'il faut une prod qui ait de l'argent pour avancer. Et en fait, plus tu vends de billets, plus tu gagnes d'argent sur cette date-là, quoi. Ok. Donc ça, c'est le business model de la billetterie. Et après, tu as des droits d'auteur. Moi, j'avais écrit 100% du spectacle, donc j'avais pas 100% des droits parce que j'avais un musicien qui avait un petit peu de droits aussi. Mais donc ça, c'est l'argent qui arrive après, on va dire. Mais en tout cas, tu as ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as une proposition de date, moi, les dates que je choisissais pour couvrir le territoire, bon, bah ça, c'était... Finalement, le financier, je m'en foutais un peu. En fait, il fallait juste que le théâtre soit... J'avais des demandes spécifiques qui n'étaient pas toujours respectées parce que pas le choix. Moi, je voulais être au centre de la ville. Et je voulais un certain type de salle que j'aimais mieux que d'autres. Ok. Voilà. Je préférais les salles à l'italienne que les palais des congrès, par exemple. Donc, je faisais des choix en fonction de ça. Donc, il n'y avait pas de logique tellement financière derrière. Ok. Mais de temps en temps, tu reçois une proposition. Et là, tu te dis, l'art s'éloigne un petit peu. Parce que tu fais, ah ouais, il m'achète ça, mon spectacle. Tu te dis, qu'est-ce qui me reste à la fin pour voir? Est-ce que vraiment je veux le faire là? Ouais. Est-ce que ça a du sens? Parce qu'en fait, si je décide de le faire là, je vais peut-être pas le faire là-bas. Et du coup, ce public-là, je vais pas l'adresser. Ouais. Et moi, ça m'embête un peu en tant que mec d'Internet de laisser de côté un public. En fait, c'est pour ça, genre Paris, j'ai fait 4 fois mon spectacle à Paris sur une tournée. C'est pas beaucoup, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est Internet, quoi. C'est pas parisienne ou parisien, donc il faut que j'aille partout. Je suis l'artiste du peuple. Et du coup, voilà. Et ce sera le titre de cet épisode. L'artiste du peuple. L'enfer. Non, mais vraiment, en vrai, en étant sur Internet, je me considère comme. Il faut pas que je fasse de préférence. Quoi. Voilà. Mais non, c'est marrant. Vraiment. Vraiment. Mais du coup, c'était de voir que il y a des tableaux parce qu'il y a quand même un monde où tu vois une somme de départ qui est énorme. Ouais. Et ça descend. Et en fait, tu gagnes quasi rien sur une date. Et du coup, tu te poses les questions de. Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que tu l'as fait pas, quoi? J'ai une petite question sur les 35% de revenus que tu dis que tu n'as pas touché du coup cette année. Tu fais comment? Mais du coup, tu les as anticipés pour ne pas avoir de manque. Comment tu as géré en fait? Je regarde toujours ton agent, c'est ça? C'est Nolwenn qui sait. C'est que Nolwenn, en vrai, je te l'ai dit au début de l'année, j'ai dit j'aurais pas les revenus du spectacle. Ouais. Donc tu l'as tout de suite su déjà? Je le savais. J'ai juste, je crois, touché un peu de droit d'auteur sur ma toute dernière. Okay. Et il s'avère, en fait, si j'ai un spectacle cette année, c'est un Zénith. C'était mon dernier Zénith. Donc j'ai quand même un petit peu de revenus, mais ils sont légers par rapport à l'année d'avant. Donc ça reprend peut-être, je sais pas, 5%, je sais pas, on va dire. Et en fait, il s'avère qu'il s'est passé deux choses. Nolwenn qui travaille évidemment super bien, tu le sais, Nolwenn, je te l'ai dit plein de fois. Et qui, en plus, s'avère que ma valeur a un peu monté sur les réseaux parce que j'ai passé le 1 million d'abonnés sur Insta. J'ai des trucs, donc ça fait que je fais pas forcément beaucoup plus d'OP que l'année dernière et l'année d'avant.
mais elles sont un peu plus Différentes. valorisées. Du coup, tu rééquilibres en fait. À peu près, je ferai pas la même année que l'année de ma tournée, c'est sûr. Je vais gagner moins d'argent, mais ça va. Et quand est-ce que tu as su que ta tournée rapportait 35%? C'est un peu pour voir si tu avais calculé avant ou si tu as calculé juste pour flouze. Il commence Non, à pas- transpirer. Hein. Non, t'inquiète, parce qu'en plus, en fait, genre, vraiment, premier degré, je parle trop d'argent, j'en parle. Juste des fois, je me regarde dans la glace, je dis, tiens, je suis en train de me plaindre de l'argent là. C'est pas bien, c'est pas normal que je fasse ça. Mais j'ai déjà fait. Mais en fait, on est con. Et en fait, et même sur Internet, on minimise, on fait, etc. Et puis, on découvre aussi l'imposition. Il y a plein de trucs qui fait qu'on peut jamais être à l'aise et dire, ouais, moi, je suis blindé parce que j'ai assez mal vu et trucs. Je sais que j'ai un niveau de vie plus important qu'avant, mais que je lisse. Mais donc, j'ai pas de problème à parler de tout ça. Ouais. Mais quand j'ai fini l'année, c'était une régalade pour moi de me mettre, donc c'était pas pour flouze, de me mettre dans mon bureau et de regarder toutes mes sources de revenus et de voir, ah ouais, bah, c'est génial parce que je fais de l'argent en mon nom. Et moi, quand j'ai commencé à être auto-entrepreneur, je sais pas si ça a fait pareil pour toi, mais les premières fois que j'ai fait des factures à mon nom, mais quel bonheur, quoi. Oui, j'étais tellement fière. C'est toi qu'on paye, quoi. Mes objets connectés, je savais pas les vendre. Là, je dois vendre Toto 2 heures, je suis trop content. Voilà, Toto 2 heures, c'est le nom de ta boîte. Non. J'ai failli l'appeler Steven Spielberg Productions, ma boîte, parce qu'il n'y avait rien qui m'interdisait de le faire. Waouh, J'y ai il a pensé. pas déposé? Bah, si je l'écris bizarrement, je pense que... ouais, je pense que j'ai le droit. Non, elle s'appelle pas Toto 2 heures. Non. J'ai une question pour toi, Sandra, parce qu'on parlait vachement de la relation à l'argent entre amis. C'est quand même, on est d'accord, un gros sujet. Quand on travaille avec des proches, alors que ce soit en tant que salarié ou associé, est-ce que tu aurais des conseils pour nous, peut-être des précautions financières à prendre pour se protéger? Ne jamais le faire. Ah ouais, toi, pour ne pas gâcher l'amitié. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que tu le disais, ça peut être dur de travailler avec des amis. Tu as parlé de transparence, de communication. Je crois que c'est la clé, mais ça, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, en tous les cas, c'est dur. Je pense que pour travailler avec des proches, que ce soit ta famille, que ce soit en couple, que ce soit entre amis, c'est important déjà de se définir les rôles qu'on va avoir, les responsabilités, la rémunération, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise en fait à tout ça. Il faut que tout soit directement transparent, qu'il n'y ait pas de fausses questions qui arrivent et surtout de mettre tout ça par écrit et de faire un contrat. Et souvent, entre amis, on se dit, il n'y a pas besoin, c'est mon pote. Comme dans un couple, ouais. Exactement. Il y a tellement d'histoires d'horreur, tout mettre par écrit. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Et je dirais effectivement, pour reparler de la communication et d'anticiper, on peut créer des points un peu de temps en temps, trimestriels, semestriels, un peu comme on fait sur nos dépenses perso, de se dire, alors on en est où? Ça va bien, ça va pas bien? Est-ce qu'on revoit la rémunération? Est-ce que mon rôle est toujours le même, etc. Comment tu te sens? Comment tu te sens effectivement dans notre amitié? Puis essayer de séparer, enfin même, c'est pas essayer, c'est séparer les dépenses perso et les dépenses pro. Au même titre qu'on va séparer la vie pro et la vie perso. Et c'est exactement le même schéma. Il faut pas tout mélanger. Il faut se dire que le travail, ça reste le travail. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit écrit pour perdurer, en tous les cas, dans notre amitié, quoi. C'est tellement juste ce que tu dis. Et je pense que malheureusement, parfois, ces bons conseils, on les apprend en ratant un peu. Moi, je me rappelle d'une association où je recevais des mails à minuit, 1h. Tu vois, il n'y avait plus aucun filtre, frontière, aucun filtre. Des choses à l'oral, des choses à l'écrit. Et je crois que le fait de, dès le départ, vraiment de façon très précise, aller dans le menu détail des missions, hyper intéressant. Et je pense qu'en plus, le fait, on parle d'argent, on dit qu'il faut lever les tabous, mais l'argent est tabou aussi en amitié parce que tu sens que tu as toujours quelque chose de redevable envers cet ami, etc. Alors que finalement, non, c'est du boulot. Donc, c'est un contrat de travail que tu dois avoir, enfin un contrat de travail, en tous les cas, un contrat que tu dois avoir qui permet que tout soit clean dès le début. C'est hyper important. Et puis quand tu es clean, après, tu t'allèges, quoi. Il y a ce truc où c'est plus un sujet. Ouais, tu fais des vidéos drôles. Oui, c'est ça. Oh, je crois que on entre dans ma partie préférée, la tienne aussi, Sandra. Ça commence. Allez. Il rapproche le micro. Ton profil dépensier, évidemment. Alors, je te rappelle, Sandra connaît par cœur, je te rappelle comment ça va se passer. Je te pose 10 questions rapides pour déterminer ton profil dépensier. Ça, ce sera la partie de Sandra qui analysera ensuite tes réponses. Tu réponds du tac au tac, ok? Faut pas dire un entre-deux, on est d'accord? Non. Tu réponds spontanément. Bon, tu te prends pas trop la tête, tu réponds. Ça y est, il ferme déjà les yeux, il stresse. Concentration. Je me projette. Économe ou flambeur? C'est trop dur. Ça y est, ça commence. Ouais, c'est trop dur, c'est trop dur. On va dire flambeur, mais...
Un gros achat arrive. Tu as peur ou t'as hâte? J'ai hâte. Ouais. Tu laisses des pourboires au restaurant? Oui. Le manque d'argent, est-ce que ça te stresse? Oui. Tu es du genre à mettre de côté ou à tout dépenser? Mettre de côté. Tes comptes, c'est plutôt un doc hyper précis ou qui vivra verra? C'est là que je peux pas répondre, c'est trop bizarre. Mais on va quand même, par rapport à plein de gens que je connais dans le milieu d'internet et tout, on va plutôt dire doc hyper précis. Tu réserves des vacances d'été en janvier ou la veille pour La le veille. lendemain? Tu cuisines ou tu te fais livrer? Je cuisine, mais je sors de ma période livrée. J'ai tout fait dans ma vie. Ouais. Peut-être que le mieux à répondre, c'est que je me fais livrer, mais j'ai décidé, j'ai vu l'histoire de Suleiman, donc Oui, donc c'est pas Je lié vais à me faire l'argent. livrer. C'est Je juste, suis quelqu'un de bien. Non, bah ça m'a rendu un peu. Ouais, c'était. Ouais, le KFC aura le même goût, mais la digestion peut-être moins bonne, quoi. Voilà, donc voilà. Donc je cuisine, on va dire. Vélib ou Uber? Métro en vrai, donc Vélib. Vélib. Mm. Pas mal. Pas mal. Et on a eu quand même un peu d'infos en amont. Ouais. Donc Ouais. c'est bien, ça complète. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis si. Parce que je peux me qualifier d'économe, mais je vous raconte des trucs avant qui fait que je suis flambeur Ça, en fait. ouais. Chut, tu veux? Ah, Non, non, mais même moi, j'arrive plus à savoir en fait. c'est vrai? Oui, parce que là, il y a un peu de mélange. hein. Ouais, Ouais. Ouais. Il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un peu de dépensier impulsif. Tu parlais tout à l'heure de partir en vacances et en vrai de pas de flamber, mais en tous les cas de pas compter. Dépensier impulsif, quand il s'agit de dépenses, il laisse ses émotions prendre le pas. Donc il y a un peu de ça, je pense. Et il y a un peu de raisonner quand même. Mm. Parce que tu l'as dit, tu mets quand même de côté, tu as un objectif d'avoir X millions d'euros et on te le souhaite pour pallier à d'autres projets, etc. Donc je pense qu'il y a un côté raisonné où tu sais te faire plaisir, mais où finalement tu sais aussi mettre peut-être une part de côté pour réaliser d'autres projets. Et en fait, tu arrives à anticiper ou en tous les cas à prévoir la suite. Donc c'est plutôt intéressant. Je dirais que c'est même pas mal du tout comme profil en fait. Oh, c'est gentil. Donc non, tu as la mention très bien. Oh, mais non, c'est déjà arrivé ou pas dans Flouze? Non, jamais. Malheureusement, et j'en suis très triste, on arrive déjà à la fin de notre émission. Oh. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on termine par la meilleure partie, la roue des questions des cash. Est-ce que tu peux la sortir et la poser sur la table, s'il te plaît? Je te fais travailler, t'as vu? Bravo, un YouTuber qui sait tellement bien faire. Alors la règle est simple. Tu vas la tourner 3 fois et répondre aux 3 questions sur lesquelles tu tombes. Si tu ne veux pas... Ah oui, d'accord. Si tu ne veux pas répondre, parce que c'est trop tabou, on peut le comprendre, mais en échange, tu dois nous raconter une anecdote sur un tournage, un collègue, un jour de stand-up qui s'est pas tout à fait bien passé, ce que tu veux. Un truc gênant. Un truc gênant. Ok, j'en ai. C'est champ libre. Nous sommes sur la 8. Ok, la 8. Quelle est la dépense que tu regrettes le plus? Ça va, c'est pas trop gênant à répondre, ça. Faut juste que je trouve. Je vais faire vite. Quelle est la dépense la plus gênante? Que je regrette le plus, pardon. Il y Quelle en est a la eu dépense beaucoup, que je je regrette? pense. Ouais, j'ai eu de la chance sur cette question. Si, c'est à un moment donné, je suis parti en folie de cartes Pokémon, je sais pas, j'ai craqué Ah oui. sur un truc, ouais, et du coup j'ai eu un mois fou, quoi. Mais fou, c'est-à-dire? Bah, en fait, j'ai même pas fait les comptes, etc. Mais c'est que j'ai acheté tous les jours un petit peu des boosters. T'es sûr ça que c'est à plus? Mais pour le coup, ça peut être un bon investissement parce qu'il y en Ouais. a certaines qui se vendent très très cher. Bien sûr, Ouais. bien sûr, mais... Tu les as revendues ou tu Ah les non, as- j'ai plein de... T'as plein de cartes Pokémon j'aime bien à la ça, maison. ouais. D'accord. Mais je n'ai pas tellement qui ont de la valeur. Ah oui, donc c'était vraiment Bah, c'est inutile. que c'est comme des tickets à gratter en fait un petit peu. Et en fait, je peux pas vous dire combien, mais T'inquiète. Numéro 6. Alors, c'est quoi la collaboration la plus what the fuck qu'on t'ait proposée que tu as refusée? Alors, on est tout à fait au clair avec le fait que tu n'es pas obligé de dire une marque, ouais. mais on veut un concept what the fuck. En tout cas, j'ai des trucs moi que je refuse parce que je fais beaucoup de critiques ciné. Il y en a qui sont pas payés, il y en a qui sont payés. Mhm. Et des fois, on me propose un film contre de l'argent. Et j'ai vraiment refusé beaucoup d'argent quand j'aime pas le film en fait. Donc j'ai eu plusieurs refus et ça fait mal au cœur. Mais en fait, je ne peux pas orienter ma commu vers un film que j'aime pas. En what the fuck, dès que c'est très scénarisé, c'est pas pour moi. Ça m'a un peu. En plus, ça peut arriver qu'il y ait des bonnes idées, mais c'est rarement des bonnes idées.
Nolan, tu peux m'aider là-dessus? C'est un truc what the fuck qu'on aurait refusé. Nolan me rappelle une collab qu'on a fait. J'aurais jamais cru que ça passe, quoi. Et c'était pour des préservatifs. Donc en soi, moi, go, je suis content de faire la pub pour des préservatifs. Et en fait, c'est moi en plan d'en bas et de côté en train de faire l'amour. Oh, et je raconte que. Et j'explique que j'utilise toujours cette marque-là de préservatifs quand je fais l'amour, etc. Et c'est sur TikTok, ça n'a pas été. Parce que TikTok, en plus, contrairement à Insta, ça bâche beaucoup de contenu, quoi. Ouais, c'est passé. Et moi, j'étais déjà en train de préparer un autre contenu à faire pour quand celui-là serait dégagé par TikTok, que la marque dise il nous faut un contenu quand même. Et la journée de travail, ça s'est passé comment? C'est avec mon mentor, on rigolait bien. Mais si vous voulez, je pourrais la montrer juste après. Moi, je l'aime bien cette. Ok, c'est what the fuck, on peut dire. On valide. Je te propose sur ces belles paroles que tu retournes. Combien, Sandra? Numéro 9. Tu préfères. Oh, c'est ma question préférée. Tu préfères gagner 1 million d'euros tout de suite ou 1 000 € par semaine à vie? 1 000 € par semaine à vie, moi. Ouais. Ah ouais? Parce que je trouve que c'est génial, parce que là, c'est de l'argent de poche, quoi, je trouve. Enfin, Puis de toute façon, faisons le calcul très simplement. Ça dépend de ta durée de vie, mais ça fait plus d'argent, quoi. Alors oui, mais tu vois, moi, je me dis que ça me rendrait trop mal. Peut-être que je perdrais ma motivation en me disant, quoi qu'il arrive, tout va, parce que 4 000 €, c'est un gros salaire. Et j'aurais peur de perdre ma motivation maniaque, alors que 1 000 €, je me dis, j'investis dans un appart et après, j'ai pas le choix que de retourner au charbon, quoi. Ouais, mais ça peut... En fait, ça dépend de ton tempérament. Moi, je me dis toujours que tu continues. Enfin, si t'as envie de... Moi, je suis motivé par les projets dans la vie, toi aussi, je pense. Donc, en fait, voilà. Et en plus, il y a une étude qui a été faite comme quoi le vrai salaire du bonheur, ce serait à peu près 6 500 € par mois. C'est le salaire qui fait que... Au-dessus, tu deviens malheureux. En dessous, t'as pas assez. Donc, tu devrais bosser pour ces 2 000 € en plus. On va dire ça. Ok. Mais voilà. Fair enough. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Est-ce que ça te dit une dernière fois de tourner la roue des questions cash? Allez, bien parce que c'est vous. Numéro 4. Numéro 4. La chose la plus indécente que tu aies achetée en termes de prix. Ça, t'aimes bien. Hein. Il y a un rapport idiot d'un truc que j'ai acheté qui sont mes toilettes, en fait. Alors, on va avoir besoin de détails et de précision. J'ai mis vraiment beaucoup d'argent dans mes toilettes. Toilettes japonais? Ouais. En fait, moi, j'aime bien le Japon. Pourquoi ça te dit bonjour? Genre, déjà, pas quand tu ton rentres prénom. dans la pièce, elle s'ouvre. J'ai un problème quand j'achète quelque chose. Que ce soit des toilettes, une télé ou même une gomme, je sais pas. Je vais toujours benchmarker ce que je fais. Je veux toujours le meilleur, quoi. C'est l'ancien chef de produit, c'est ça. ce que je Un me petit dis. peu, ouais. Ah oui. Ouais. Et du coup, je compare. Et je fais après un rapport selon le prix que je suis prêt à mettre dedans. Mais là, je voulais des toilettes japonaises, mais je voulais les meilleures toilettes japonaises parce que je trouve ça super en termes d'hygiène, les toilettes japonaises. Et ce qui est un peu cool, c'est que ça rend l'expérience sympa. Dès que je vais aller aux toilettes japonaises. Vous avez une attraction chez moi dès que j'ai des visiteurs et tout, j'aime trop, ça me fait rire. Est-ce que les gens ils ressortent avec le glow, genre? Non, mais des fois, j'oublie que quelqu'un allait tester pour la première fois. On est entre potes dans le salon et j'entends un cri dans les toilettes. Il y a un jet dans les fesses pour ceux qui savent pas, ou même à l'avant pour mesdames, et autres que mesdames d'ailleurs. Mais il y a ça, il y a la cuvette chauffante, le sèche-fesses pour pas avoir les fesses mouillées après le truc. Mais bref, c'est un gros tabou en France. C'est une attraction chez Thomas. Un peu, ouais. Je suis tellement heureuse qu'on termine sur ces belles paroles, vraiment. Je sens que tu ne regrettes pas d'être venu chez nous, chez Flouze. Non. Donc, on aura compris, en France, il y a encore 2 tabous, l'argent et les toilettes japonaises. Ouais. Mais testez, vous verrez. Testez. C'est déjà la fin de cet épisode de Flouze. Merci beaucoup, Thomas. C'était tellement drôle. On a fini sur les toilettes, ça te... Moi, ça me fait rire. Voilà, c'est le fou rire. J'ai un humour finalement beaucoup plus radé pâquerette que ce que je pensais. Merci également à toi, Sandra, comme à chaque fois, pour tes éclairages toujours pertinents. Merci. Avec des conseils que je ne vais pas oublier pour mes prochaines collaborations, notamment avec des amis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Flouze. Et en attendant, vous le savez, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes de podcast ou sur les comptes Instagram et TikTok de Before Bank. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochains contenus. Je fais du cash du Flouze, je fais du cash du Flouze.